Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude. Le réveil n'avait même pas sonné lorsque j'étais déjà debout, me préparant pour une autre journée de travail au manoir Leblanc. C'était une matinée froide à Paris et le ciel gris semblait anticiper une journée difficile. J'ai enfilé soigneusement mon uniforme bleu et blanc, ajustant mon tablier autour de ma taille, et j'ai quitté mon petit appartement en direction du quartier élégant où se trouvait la maison de la famille Leblanc. Je suis arrivé au manoir et j'ai été accueilli par le portier, qui m'a toujours accueilli avec un sourire timide. « Bonjour, Marie-Claire », dit-il en m'ouvrant le portail. « Bonjour, Henri », répondis-je en essayant de cacher la fatigue dans ma voix. En entrant dans la cuisine, je trouve Isabelle, la femme de Jean-Pierre, déjà en train de boire son café du matin. Elle a levé les yeux de son journal et m'a fait un doux sourire. « Marie-Claire, bonjour. Nous avons un dîner important ce soir, nous aurons donc besoin de votre aide pour les préparatifs. » « Bien sûr, Madame Isabelle. Je vais tout préparer immédiatement. » Alors que je préparais les ingrédients du dîner, j'ai entendu des pas légers et rapides résonner dans les escaliers. Il s'agissait de Clara, l'adorable fille de 10 ans des Leblanc. Elle apportait toujours une lueur particulière à la maison grâce à son énergie contagieuse. Pourtant, ce jour-là, quelque chose était différent. Clara semblait plus renfermée et son visage montrait un mélange de douleur et de peur. « Bonjour, Clara, dis-je en essayant d'avoir l'air joyeux. Que voudriez-vous pour le petit déjeuner aujourd'hui ? » Clara hésita avant de répondre, ses yeux évitant les miens. « Bonjour, Marie-Claire. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. » C'est alors que j'ai remarqué le bleu sur son bras. Un violet foncé qui contrastait fortement avec la peau claire de la jeune fille. « Mon Dieu, Clara, qu'est-il arrivé à ton bras ? » ai-je demandé, inquiet. Elle recula, surprise et marmonna quelque chose d'inaudible avant de traverser le salon en courant. Mon cœur se serra et un mauvais pressentiment m'envahit. Plus tard, alors qu'il nettoyait le salon, Jean-Pierre entra brusquement, le visage rouge de colère. « Marie-Claire, je peux te parler un instant. » Je m'approchai, m'essuyant les mains avec mon tablier, essayant de ne pas montrer de nervosité. « Bien sûr, Monsieur Leblanc. » Que s'est-il passé ? Il attrapa le bras de Clara, exposant le bleu. « Pouvez-vous m'expliquer ça ? Ma fille dit que vous lui avez fait du mal. » J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. « Monsieur, je ne ferai jamais ça. Clara est comme une fille pour moi. Je ne lui ferai jamais de mal. » Isabelle entra dans la pièce, son visage affichant un mélange de choc et de tristesse. « Marie-Claire, comment as-tu pu ? Nous pensions pouvoir te faire confiance. Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, croyez-moi. » Jean-Pierre fit un geste d'impatience. « Assez, c'est assez. Nous ne pouvons pas garder quelqu'un qui blesse notre fille dans notre maison. Vous êtes viré, avec effet immédiat. » Mes yeux se sont remplis de larmes et mon corps a tremblé d'indignation et de désespoir. « S'il vous plaît, Monsieur Leblanc, laissez-moi vous expliquer. » Il n'y a plus rien à expliquer. « Partez maintenant, » ordonna Jean-Pierre d'une voix froide comme la glace. N'ayant plus d'autre choix, j'ai attrapé mes affaires et j'ai quitté le manoir, les larmes coulant sur mon visage. Chaque pas que je faisais hors de la maison me semblait un poids insupportable. Comment ont-ils pu m'accuser de quelque chose d'aussi terrible ? Clara était comme une lumière dans ma vie et la voir souffrir m'a brisé le cœur. En me promenant dans les rues de Paris, une détermination a commencé à grandir en moi. Je ne pouvais pas laisser cette injustice rester impunie. Je prouverai mon innocence, quel qu'en soit le prix. Je blanchirai mon nom et, plus important encore, je découvrirai la vérité sur ce qui arrivait réellement à Clara. Je me suis réveillé ce matin-là avec un sentiment d'angoisse qui ne me laissait pas tranquille. Le poids de l'injustice pesait sur moi, comme un nuage sombre qui ne semblait jamais se dissiper. Après une nuit presque blanche, j'ai décidé que je ne me laisserais pas abattre. Je devais me battre pour mon innocence et surtout pour la sécurité de Clara. Tôt le matin, je me dirige vers le cabinet de Pierre, un avocat spécialisé en droit de l'homme qui m'avait été recommandé par un ancien collègue. À mon arrivée, j'ai été accueilli par une sympathique réceptionniste qui m'a conduit à la chambre de Pierre. « Marie-Claire, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis désolé de ce qui s'est passé, » dit-il avec un regard complice. « Merci, Pierre. Je veux désespérément prouver mon innocence. »« Je ne ferai jamais de mal à Clara, » répondis-je en essayant de retenir mes larmes. Pierre m'écoutait patiemment pendant que je racontais les événements des derniers jours. Quand j'ai eu fini, il a fait une pause réfléchie avant de parler. «
Nous allons enquêter plus en profondeur, Marie-Claire. La famille Leblanc a une histoire de secrets cachés qui pourrait être la clé pour résoudre cette affaire. Nous devons mieux comprendre les relations au sein de cette maison, a-t-il déclaré fermement. À partir de ce moment, Pierre entreprend une enquête approfondie sur la famille Leblanc. Leur première conclusion était choquante. Il y avait des rumeurs de comportements inappropriés et même d'abus qui remontaient à plusieurs générations. Pendant ce temps, Clara continuait de souffrir aux mains d'Étienne, sans avoir le courage de parler de ce qui lui arrivait. J'ai essayé de contacter Isabelle, la mère de Clara, dans l'espoir qu'elle m'écouterait et reconsidérerait l'accusation. J'ai appelé plusieurs fois, mais j'ai toujours été ignoré. Finalement, dans une dernière tentative désespérée, j'ai décidé d'aller chez elle. J'ai frappé bruyamment à la porte, déterminé à être entendu. Isabelle ouvrit la porte, son expression étant un mélange de colère et de mépris. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'une voix froide. « S'il te plaît, Isabelle, tu dois m'écouter. Je ne ferai jamais de mal à Clara. Il se passe quelque chose de très grave dans cette maison, suppliai-je. Si tu ne pars pas tout de suite, je vais appeler la police et te poursuivre en justice pour diffamation, a-t-elle menacé, avant de me claquer la porte au nez. Dévasté, je suis retourné au bureau de Pierre. Il m'a accueilli avec un regard inquiet. Marie-Claire, il nous faut des preuves concrètes. Essayons de retrouver d'anciens salariés de la famille. Peut-être qu'ils pourront nous donner de précieuses informations, propose-t-il. J'ai accepté et nous avons commencé ensemble à retrouver les personnes qui avaient travaillé au manoir Leblanc. Nous avons réussi à contacter certains d'entre eux, qui ont raconté des histoires troublantes sur le comportement d'Étienne. Ces rapports étaient une lueur d'espoir, mais il nous fallait encore quelque chose de plus solide. Pierre nous propose alors de demander l'aide d'un journaliste d'investigation, Antoine, connu pour dénoncer des cas d'injustice. Nous avons réussi à obtenir un rendez-vous avec lui et, après avoir entendu notre histoire, il a décidé d'enquêter et de publier un article sur l'accusation injuste portée contre moi. La publication de l'article a provoqué un tollé dans les médias et dans la société parisienne. Jean-Pierre, sous la pression de l'opinion publique, commence à reconsidérer ses actes. Cependant, il hésitait encore à croire à la culpabilité d'Étienne. « Je veux juste connaître la vérité », a déclaré Jean-Pierre lorsqu'il a finalement accepté de se rencontrer pour discuter de l'affaire. « Jean-Pierre, il faut regarder au-delà des apparences. Clara souffre et ce n'est pas moi qui lui ai fait du mal, dit-il d'une voix ferme. Il nous faut plus de preuves. Je veux protéger ma fille, mais je ne peux pas accuser mon propre frère sans certitude, a-t-il répondu, angoissé. La recherche de la vérité se poursuivait, mais je savais que nous étions sur le point de révéler les sombres secrets de la famille Leblanc. Je n'allais pas abandonner jusqu'à ce que Clara soit en sécurité et que mon innocence soit prouvée. La journée était nuageuse lorsque j'ai décidé de rendre visite à d'anciens employés de la famille Leblanc. J'ai ressenti un mélange d'espoir et de peur, mais je devais continuer ma recherche de la vérité. La première personne que je rencontrai fut Madame Rousseau, la gouvernante qui travaillait à l'hôtel avant moi. Elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux et un regard curieux. « Marie-Claire, ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» a-t-elle demandé en me guidant vers le salon. « J'ai besoin de parler de quelque chose de sérieux, Madame Rousseau. Il s'agit de Clara et... » Étienne, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Elle fronça les sourcils et acquiesça lentement. « Assieds-toi, chérie. Dis-moi tout. » J'ai expliqué la situation, depuis l'accusation injuste jusqu'à ma tentative de prouver mon innocence. Madame Rousseau m'écoutait attentivement, ses yeux s'assombrissant à mesure que je parlais. « Marie-Claire, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet homme, a-t-elle déclaré en faisant référence à Étienne. Il a toujours été étrange, très proche des enfants d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Avez-vous déjà vu quelque chose de suspect ? Ai-je demandé avec anxiété. Une fois, j'ai trouvé Clara en train de pleurer dans le jardin. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle s'est immédiatement tue en voyant Étienne approcher. Il avait un air sévère, comme s'il la menaçait, a-t-elle révélé. Voix légèrement tremblante. Mais je n'ai jamais eu de preuves concrètes. Juste des soupçons. Je remercie Madame Rousseau pour son aide et passai au prochain visiteur, l'ancien chauffeur de la famille, Monsieur Bernard. C'était un homme robuste et franc, et il m'a accueilli dans le garage où il travaillait désormais. « Marie-Claire, comment vas-tu » demanda-t-il en essuyant ses mains tachées de graisse avec un chiffon. « Je vais mieux, Bernard.
J'ai besoin de ton aide, répondis-je, expliquant à nouveau la situation. Bernard soupira profondément. Étienne a toujours été un problème. Je me souviens d'une fois où il est arrivé avec Clara dans la voiture et elle avait l'air terrifiée. Quand j'ai essayé de lui demander si tout allait bien, il m'a lancé un regard menaçant et m'a dit de ne pas m'impliquer. Ces histoires troublantes ont commencé à donner une image plus claire de la vraie nature d'Étienne. Je savais que je devais partager cette information avec Pierre. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau, je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert. C'est alarmant, Marie-Claire, dit Pierre en notant le tout sur un bloc-notes. Il faut qu'on avance. Je vais fixer un rendez-vous avec Antoine, le journaliste d'investigation dont j'ai parlé. Quelques jours plus tard, Pierre organise un rendez-vous avec Antoine dans un café du centre de Paris. Antoine était un homme d'âge moyen, à l'expression sérieuse et au regard attentif. Alors, Marie-Claire, raconte-moi ton histoire, a-t-il demandé en réglant son magnétophone. J'ai répété tout ce que j'avais déjà dit à Pierre, y compris les témoignages de Madame Rousseau et de Monsieur Bernard. Antoine écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pour clarifier des détails. C'est très grave, dit-il finalement. Je vais enquêter plus en profondeur et publier un article sur cette affaire. L'opinion publique peut être un puissant allié. Quelques jours plus tard, l'article était publié. Le titre accrocheur et le récit engageant d'Antoine ont provoqué un tollé dans les médias et dans la société parisienne. Les gens ont commencé à remettre en question l'accusation portée contre moi et les rumeurs sur Étienne ont commencé à se répandre. Jean-Pierre, sous la pression de l'opinion publique et des faits nouveaux révélés, commence à reconsidérer ses actions. Un après-midi pluvieux, il a demandé à me rencontrer dans un café discret. Marie-Claire, commença-t-il avec une expression fatiguée. J'ai lu l'article d'Antoine. Je suis en train de reconsidérer mes actes. Mais j'ai encore des doutes sur Étienne. Je ne veux pas croire que mon frère soit capable de quelque chose d'aussi monstrueux. Jean-Pierre, je me bats pour prouver mon innocence, mais plus que ça, j'essaie de protéger Clara. S'il te plaît, enquête plus loin, suppliai-je, les larmes aux yeux. Il hocha lentement la tête, visiblement secoué. Je promets que j'examinerai cela plus attentivement. Nous avons besoin de la vérité pour pouvoir tous trouver la paix. Cette rencontre était un petit pas, mais elle m'a donné de l'espoir. La vérité commençait à émerger, et avec elle, la possibilité d'obtenir justice pour Clara et moi. Je me suis retrouvé dans un état de désespoir constant, mais la détermination de prouver mon innocence ne m'a jamais quitté. Chaque jour était une bataille émotionnelle, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Clara avait besoin de moi, même si elle ne le savait pas encore. C'était un matin pluvieux lorsque je reçus un appel urgent de Pierre. Sa voix était tendue à l'autre bout du fil. « Marie-Claire, tu dois venir à mon bureau maintenant. Quelque chose de grave s'est produit. » Mon cœur s'emballa. J'ai attrapé mon parapluie et j'ai couru dans les rues mouillées de Paris, ignorant les flaques d'eau et les regards curieux. Quand je suis arrivé au bureau de Pierre, il m'attendait avec une expression sérieuse sur le visage. « Que s'est-il passé, Pierre ?» ai-je demandé en essayant de contrôler ma respiration. Clara a essayé de se blesser à l'école aujourd'hui. Un professeur l'a trouvée à temps et l'a aidée. Elle est désormais en sécurité, mais l'enseignante a informé les autorités d'éventuelles maltraitances sur enfants. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Clara souffrait plus que je ne pouvais l'imaginer et je devais faire quelque chose pour l'aider. Et maintenant? Que pouvons-nous faire? Ai-je demandé, désespéré. Pierre m'a regardé dans les yeux, son expression s'adoucissant un peu. Nous devons poursuivre notre enquête. L'enseignant est en contact avec la police, ce qui signifie qu'elle va ouvrir une enquête. Mais nous avons encore besoin de plus de preuves contre Étienne. J'ai reçu un tuyau d'un ancien employé de la famille Leblanc qui pourrait peut-être nous aider. L'espoir s'est rallumé dans mon cœur. Pierre et moi sommes immédiatement partis retrouver la bonne, une femme nommée Marguerite, qui avait travaillé pour les Leblanc il y a des années. Lorsque nous sommes arrivés dans la modeste maison de Marguerite, elle nous a accueillis avec un sourire chaleureux, mais ses yeux montraient de la tristesse. « Vous devez être Marie-Claire et Pierre. »« S'il vous plaît, entrez, » dit-elle en nous conduisant au salon. Nous nous sommes assis sur le canapé et Marguerite a commencé à raconter son histoire. « J'ai travaillé chez les Leblanc pendant près de 10 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans cette maison, mais j'ai toujours gardé le silence, de peur de perdre mon emploi. Mais maintenant, sachant ce qui arrive à la petite Clara, je ne peux plus me taire. » Elle fit une pause,
essuyant une larme qui coulait sur son visage. Je me souviens d'une nuit, il y a des années, où j'ai entendu des cris venant de la chambre d'amis. J'y suis allé et j'ai vu Étienne sortir en ajustant ses vêtements. La jeune fille, une nièce éloignée de la famille, pleurait et avait des bleus. Face à lui, Étienne a tout nié et a déclaré que la jeune fille mentait. Elle a été renvoyée chez elle le lendemain et personne n'en a plus parlé. Je pouvais sentir la colère monter en moi. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel? Marguerite continua. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Après le départ de la fille, Étienne a commencé à se comporter bizarrement, toujours nerveux quand j'étais là. Mais Jean-Pierre ne m'a jamais cru, alors je me suis tu. Merci beaucoup, Marguerite, dit Pierre d'un ton sérieux. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Portons cela aux autorités. Nous avons quitté la maison de Marguerite avec un nouveau sens. Pierre a immédiatement contacté la police et a fourni les nouvelles preuves. Les autorités ont commencé à enquêter plus en profondeur sur Étienne. Pendant ce temps, au manoir Leblanc, la tension était dans l'air. Jean-Pierre commençait à avoir de sérieux doutes sur son frère. Un soir, il décide d'affronter Étienne. « Étienne, il faut qu'on parle, » dit Jean-Pierre en entrant dans le bureau de son frère. Étienne leva les yeux du journal qu'il lisait, une expression de surprise et d'irritation sur le visage. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Jean-Pierre » répondit-il sur un ton défensif. « Des rumeurs circulent et j'ai besoin de connaître la vérité. Êtes-vous impliqué dans les bleus de Clara ?» Étienne pâlit, mais retrouva rapidement son calme. « C'est ridicule. Comment peux-tu penser une chose pareille ?» cria-t-il en se levant et en frappant sur la table. Jean-Pierre le surveillait attentivement. Malgré son déni véhément, il y avait quelque chose dans le regard d'Étienne, une nervosité qu'il ne pouvait cacher. À l'école, Clara a enfin trouvé le courage de s'exprimer. Lors d'une conversation avec l'enseignante, elle a révélé ce qui se passait. L'enseignant, choqué et attristé, a immédiatement informé la police. Cette nuit-là, alors que Pierre et moi étions dans notre petite salle d'enquête, nous avons reçu un appel de la police. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour arrêter Étienne Leblanc. Il sera placé en garde à vue ce soir, a indiqué le détective. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'excitation. Clara obtiendrait enfin justice. Mais il restait encore beaucoup à faire. Je devais m'assurer que toute la vérité éclatait. Alors que les sirènes de police résonnaient dans les rues de Paris, je savais que ce n'était qu'une partie de notre bataille. La vraie justice commençait tout juste à être réalisée. Je me souviens très bien du jour où Étienne a été arrêté. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, déferlant dans la haute société parisienne et laissant tout le monde sous le choc. Les images d'Étienne emmenées par la police, menottées, faisaient la une des journaux et des informations. Moi, Marie-Claire, j'étais chez moi, suivant chaque détail avec un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de voir enfin la vérité éclater au grand jour, mais tristesse pour Clara, qui avait tant souffert en silence. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jean-Pierre. Il avait l'air hagard et sa voix était remplie d'une douleur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Marie-Claire » commença-t-il avec hésitation. « Nous devons nous rencontrer. Isabelle et moi, devons vous parler en personne. » J'ai hésité un instant, mais j'ai décidé que c'était une conversation qui devait avoir lieu. Je leur ai donné rendez-vous dans un café discret du centre de Paris. Quand je suis arrivé, Jean-Pierre et Isabelle étaient déjà là. Ils avaient tous les deux l'air plus âgés que la dernière fois que je les avais vus. Les yeux d'Isabelle étaient gonflés à force de pleurer et Jean-Pierre pouvait à peine me regarder. « Marie-Claire » commença Isabelle, la voix tremblante, « nous ne savons même pas par où commencer. Comment pouvons-nous nous excuser pour tout ce qui s'est passé ? » « Je veux juste comprendre, » répondis-je calmement. « Je veux comprendre pourquoi tu ne m'as pas cru. » Jean-Pierre a finalement levé les yeux pour me regarder. Nous étions aveugles, Marie-Claire. Aveuglés par la peur, par la honte. Je voulais juste protéger Clara, et j'ai fini par tout faire de travers. Vous m'avez accusé sans preuve, dis-je, sentant la douleur et la colère monter en moi. Vous m'avez jeté à la rue sans me laisser la possibilité de me défendre. Isabelle a recommencé à pleurer. Nous le savons maintenant. Et nous sommes prêts à tout faire pour réparer nos torts. Jean-Pierre posa une épaisse enveloppe sur la table. Voici une compensation financière. Nous savons que rien ne peut effacer ce qui s'est passé, mais nous voulons au moins essayer de réparer les dégâts.
J'ai regardé l'enveloppe mais je n'y ai même pas touché. L'argent ne réglera pas ce problème, a-t-il déclaré fermement. Ce que je veux, c'est que vous en tiriez une leçon. Ne plus jamais juger quelqu'un sans comprendre la vérité. Ils hochèrent la tête, visiblement désolés. Nous le promettons, a déclaré Jean-Pierre. Et s'il vous plaît, si nous pouvons faire autre chose. Je veux juste commencer une nouvelle vie, l'interrompis-je. Une vie où je ne suis pas considéré comme un criminel. Où je peux être moi-même, sans peur. Ils m'ont regardé avec gratitude et tristesse. Nous comprenons, a déclaré Isabelle. Et nous te souhaitons tout le meilleur, Marie-Claire. Je me lève, prêt à partir, mais Jean-Pierre m'appelle encore une fois. Tu es une héroïne, Marie-Claire. Merci d'avoir révélé la vérité et sauvé ma fille. Je l'ai regardé, ressentant un mélange d'émotions. Je ne suis pas un héros, répondis-je. La véritable héroïne ici, c'est Clara. Elle a eu le courage de dire la vérité. J'ai quitté le café le cœur lourd mais déterminé. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir, mais j'étais prêt à y faire face. Les jours suivants, les médias ont continué à rapporter l'histoire. Étienne a été jugé et reconnu coupable, recevant une peine sévère qui a apporté un peu de paix à tous ceux qui l'avaient blessé. Clara a commencé à recevoir le soutien psychologique dont elle avait tant besoin et, petit à petit, elle a commencé à retrouver la joie qu'elle avait perdue. Jean-Pierre, dévasté par ce qui s'est passé, s'éloigne des affaires pour se concentrer sur sa famille. Isabelle, à son tour, tente de reconstruire sa vie de famille, à la recherche d'une nouvelle façon de vivre après tout ce qu'ils ont vécu. Quant à moi, j'ai décidé de repartir de zéro. J'ai trouvé un nouvel emploi et, au fil du temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie. La haute société parisienne, qui me regardait auparavant avec méfiance, me considère désormais avec respect et admiration. Je leur avais montré que la vérité prévalait toujours, aussi sombre que soit le mensonge. C'est ainsi que mon voyage de lutte pour la justice et la vérité a pris fin. Je savais que, malgré tout, j'avais trouvé ma rédemption. Et c'était tout ce dont j'avais besoin pour avancer.